à travers texte. Chateaubriand, l'anti-Napoléon. Chateaubriand a connu toutes les carrières. Né en 1768 et mort en 1848, il côtoya de près les événements les plus décisifs de France, au crépuscule d'un régime et à l'aube d'un autre. Je me suis rencontré entre les deux siècles comme un confluent de deux fleuves, dit-il lui-même. Les Mémoires d'outre-tombe, cette œuvre d'une vie, résume parfaitement ce destin hors du commun. Un découpage selon les professions, Chateaubriand jeune soldat, écrivain reconnu puis politique aguerri, découpage qui se superpose aux temps historiques qui défilent sous ses yeux. L'Ancien Régime d'abord, l'Empire ensuite et la Restauration enfin. En fait, la vie de Chateaubriand suit les méandres du fleuve France. Voilà, l'écrivain le dit, « Ma vie a été misérablement accrochée aux buissons de ma route. » Et ces buissons, presque ces embuscades, ce sont les rois, les empereurs, les ministres qui ont retenu sa veste. Alors, il le regrette parfois, avec cette lueur dans les yeux lorsqu'il évoque, à l'opposé total de sa vie, la liberté d'artiste. Il aurait voulu cette liberté, cette impression de pouvoir faire ce qu'il veut. Mais choisissant ses combats, ses camps et ses grands hommes, Chateaubriand n'hésite pas à tenir bon face aux conflits qui lui valurent l'exil à la chute de Louis XVI, l'inimitié de Napoléon après la mort du duc d'Enghien, ou bien la destitution de ses fonctions sous Charles X. Voilà le gouffre entre les convictions et leurs répercussions. Les Mémoires d'outre-tombe, entre de nombreuses choses, concentrent de multiples allusions à Napoléon. Dès les premiers livres, on voit le nom de l'illustre guerrier apparaître coincé entre quelques comparaisons, et puis on arrive au livre 19, à une gigantesque fresque sur la vie de l'empereur. C'est de ce livre 19 au livre 24 des Mémoires d'outre-tombe, où Napoléon est le plus présent chez Chateaubriand. Mais plus qu'une biographie finement exécutée, l'auteur pose ses souvenirs, ses remarques sur la vie de l'empereur qui fit passer la France du flou de l'après-révolution à la grandeur d'une puissance mondiale. Oui, mais voilà, nous dit Chateaubriand, à quel prix et pour quelle postérité? Chateaubriand porterait-il le masque de l'anti-Napoléon? Le spectre de Napoléon hante les écrits de Chateaubriand, et grâce à ses mémoires, on suit l'ambiguïté de l'opinion du grand auteur sur un homme qui rétablit l'ordre aux dépens d'autres valeurs. Par moments, on sent la dureté du regard de Chateaubriand sur Napoléon, mais à la fin de la lecture, on consent à l'hommage. Le génie était bien là, simplement il s'est mal laissé voguer. Au final, Chateaubriand alterne entre blâme et éloge, même si à certains moments, l'auteur a plus vu le mal commis par Napoléon que le bien. Quoi qu'il en soit, les Mémoires d'outre-tombe seront pour Chateaubriand le remède contre le piège de l'oubli et offriront pour nous lecteurs les éclairages en temps réel, quoiqu'un peu différés, sur les complexités d'un entre-deux siècles des plus vifs. Quelque chose de silencieux enveloppe les actions de Washington. Il agit avec lenteur. On dirait qu'il se sent chargé de la liberté de l'avenir et qu'il craint de la compromettre. Ce ne sont pas ses destinées que porte ce héros d'une nouvelle espèce, ce sont celles de son pays. Il ne se permet pas de jouer ce qui ne lui appartient pas.
Mais de cette profonde humilité, quelle lumière va jaillir? Cherchez les bois où brilla l'épée de Washington. Qu'y trouvez-vous? Des tombeaux? Non, un monde. Washington a laissé les États-Unis pour trophée sur son champ de bataille. Bonaparte n'a aucun trait de ce grave américain. Il combat avec fracas sur une vieille terre. Il ne veut créer que sa renommée. Il ne se charge que de son propre sort. Il semble savoir que sa mission sera courte, que le torrent qui descend de si haut s'écoulera vite. Il se hâte de jouir et d'abuser de sa gloire comme d'une jeunesse fugitive. Dans les mémoires de Chateaubriand, Napoléon apparaît pour la première fois de manière anachronique. Nous ne sommes pas encore à l'heure de la rencontre tant attendue, ni à l'heure du bilan politique tiré après Waterloo. Napoléon entre pour la première fois sur la scène des Mémoires d'outre-tombe en parallèle avec George Washington, lorsque Chateaubriand raconte son voyage en Amérique. Nous sommes en 1791. Et Chateaubriand cherche à fuir l'atmosphère de violence contre la noblesse en pleine Révolution française. Alors, il se fixe un but utile, celui de découvrir le passage du Nord-Ouest au Canada. Il part à bord du vaisseau qui fera escale aux Açores puis à Saint-Pierre-et-Miquelon. 1791. Apparition de Napoléon. Alors, Chateaubriand serait-il devin? Évidemment que non. Notons tout de suite que cela est possible car Chateaubriand a mis du temps pour écrire ces 1500 pages manuscrites que formeront ses mémoires. Un délai assez long s'écoule entre l'événement et le récit. Si bien que nous ne nous trouvons pas devant un journal, mais bien devant un récit de vie, écrit a posteriori. Une vingtaine d'années, quelquefois plus, passent entre ces deux moments, le vécu et la narration. Car il faut se rappeler que l'entreprise est colossale. Nous parlons d'une des plongées psychologiques et historiques les plus complexes de la littérature, à mi-chemin entre un Montaigne et un Rousseau qui racontent eux aussi les lueurs de leur vie. Chateaubriand se laisse un temps, car ce n'est qu'à 35 ans, lors de son premier séjour diplomatique à Rome en 1803, que Chateaubriand décide de commencer à rassembler ses souvenirs. Et c'est seulement en 1809 que le projet se solidifie. Par conséquent, à la date de l'extrait qui narre la rencontre entre Washington et Chateaubriand, la rupture avec Bonaparte est depuis longtemps consommée. Dans ce livre 6 des Mémoires, écrit en 1822, Chateaubriand raconte son entrevue avec le général américain et prend comme point d'appui tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a analysé du règne entier de Napoléon. Certes, la comparaison n'est pas en faveur du chef militaire français, mais elle vaut le détour, car on y apprend pour la première fois ce que sera l'opinion finale de Chateaubriand au sujet de celui qui fit entrer la France au XIXe siècle. D'ailleurs, on sent dans le récit de cette rencontre le ton amer d'un Chateaubriand marqué par ces deux rencontres presque manquées avec Napoléon. L'éloge de celle avec Washington est peut-être une manière de le lui faire payer. Très tôt dans les Mémoires, donc, on voit le regard d'un homme déçu. Bon, ce n'est pas étrange pour qui connaît le ton général de Chateaubriand, désespéré comme le dit le général de Gaulle, mais un désespéré qui fait face. Alors, déçu de Napoléon, déçu des promesses d'ordre, vite remplacé par la volonté tyrannique, Chateaubriand ne ménage pas l'ancien empereur des Français. Ce dernier perd la comparaison avec Washington car il ne tient pas l'épreuve de l'avenir. J'ai rencontré une seule fois sur le rivage des deux mondes l'homme du dernier siècle et l'homme du nouveau, Washington et Napoléon, dit Chateaubriand. Et il poursuit « Je m'entretins un moment avec l'un et l'autre,
tous deux me renvoyèrent à la solitude, le premier par un souhait bienveillant, le second par un crime. Pourtant, l'écrivain le dit bien, Washington ne fait pas partie comme Bonaparte de ces hommes hors catégorie. Washington n'a pas lancé toutes ses batailles, mené tous ses peuples, négocié avec tous ces puissants du continent. Il n'a pas lancé la cavalerie, il n'a pas parcouru les pays et encore moins est-il revenu d'un exil jusqu'aux portes de Paris. Mais il faut lire que cet aveu de faiblesse est sous la plume de Chateaubriand une force en faveur de l'Américain. Washington se distingue par son humilité, par son dévouement au peuple, alors que Napoléon s'est perdu dans ses rêves de grandeur égoïste, ne souhaitant que son triomphe personnel. Napoléon voulait entrer dans l'histoire. Washington voulait faire entrer l'Amérique dans l'histoire. Chateaubriand va même plus loin. Washington élève un pays à l'indépendance, l'Amérique. Napoléon la lui ravit. Et lorsque Washington secondait l'avènement d'une nation, Napoléon abandonnait son pays à la défaite. Et terminait même sa course personnelle qu'il avait tant chérie, dans l'exil et la distance des îles. Napoléon était guidé par la gloire, et en lui tombant dessus, elle l'assomma. Certes, il n'y en aura probablement dans l'histoire jamais deux comme lui. Mais la France, qu'en aura pensé la France ? Chateaubriand écrit « Les hommes ne furent à ses yeux qu'un moyen de puissance. Aucune sympathie ne s'établit entre leur bonheur et le sien. Il avait promis de les délivrer, il les enchaîna. Il s'isola d'eux, ils s'éloignèrent de lui. » Les mots sont durs, on le voit, et le constat est sans appel. Reconnaissant à Napoléon son génie, Chateaubriand lui reproche le trou béant laissé à sa chute. La France est ruinée, l'Amérique est féconde. Voilà dans cette ambiguïté de la figure du génie déchu, l'essence de la position de Chateaubriand à l'égard de Napoléon. Position qu'il n'adoptera d'ailleurs qu'assez tardivement. Rappelons que cet extrait date de 1822. La postérité s'échoue sur les rives de Sainte-Hélène, pense Chateaubriand. Comme il le dit bien, la République de Washington subsiste, l'empire de Bonaparte est détruit. Washington et Bonaparte sortirent du sein de la démocratie. Nés tous les deux de la liberté, le premier lui fut fidèle, le second l'a trahi. Nous verrons qu'avant d'écrire cette comparaison splendide entre les deux héros remarqués de la fin du siècle, Chateaubriand eut l'œil plus sévère encore à l'égard de l'homme aux 45 batailles. En osant quitter Bonaparte, je m'étais placé à son niveau. Et il était animé contre moi de toute sa forfaiture, comme je l'étais contre lui de toute ma loyauté. Jusqu'à sa chute, il a tenu le glaive suspendu sur ma tête. Il revenait quelquefois à moi par un penchant naturel et cherchait à me noyer dans ses fatales prospérités. Quelquefois, j'inclinais vers lui par l'admiration qu'il m'inspirait, par l'idée que j'assistais à une transformation sociale, non à un simple changement de dynastie. Mais antipathiques sous beaucoup de rapports, nos deux natures reparaissaient. Et s'il m'eût fait fusiller volontiers, en le tuant, je n'aurais pas senti beaucoup de peine. La relation entre Chateaubriand et Bonaparte débute dans une prudence, obligée par la situation fragile du pays. Le monde ordonné commençait à renaître, dit Chateaubriand, vif combattant de la Révolution. On quitte les cages à l'étranger pour retourner dans les maisons, on fait le bilan après la bataille, et surtout, on compte ce qu'on a perdu.
L'espoir d'un retour au calme domine encore les esprits du jeune écrivain. Napoléon n'est pas encore celui qui découpera cet espoir de ses grands coups d'épée. Mais à l'orée du siècle, les deux hommes ne se connaissent pas encore. Rappelons-nous que Chateaubriand n'a pas encore publié d'œuvres notables et qu'il a subi l'exil pendant 8 ans, duquel il ramène toutefois l'ambition. La publication d'Atala fait naître le succès, un succès pas encore au goût de Napoléon, pas franchement transporté par ce livre que lui lit sa sœur Élisa Bonaparte. Mais la connexion est faite. C'est d'ailleurs par l'entremise d'Élisa que Chateaubriand est rayé de la liste des émigrés. Et ce sera lorsque Chateaubriand publiera Le génie du christianisme que Napoléon s'intéressera de plus près à l'originaire de Saint-Malo. Dans la supposition que mon nom laisse quelques traces, je le devrais au génie du christianisme, prédit déjà à ce sujet Chateaubriand. Cela ne trompe pas pour Napoléon, qui voit dans la renaissance du christianisme un facteur d'ordre, et donc dans ce livre un élément utile à la nation et à la consolidation de son pouvoir. C'est donc par les textes que le lien entre Chateaubriand et Napoléon naît. Génie du christianisme utile pour le premier consul, utile comme sera sa brochure, la brochure de Chateaubriand qui s'intitule « De Bonaparte et des Bourbons », utile pour Louis XVIII, selon ses mots, plus utile qu'une armée de 100 000 hommes. Chateaubriand politique est indissociable du Chateaubriand littéraire. Peu importe les époques. Dans notre cas, c'est tout logiquement que la 2e édition du Génie est dédiée à Bonaparte. S'ensuivront des nominations politiques pour Chateaubriand, qui devient grâce à Napoléon secrétaire d'ambassade à Rome en 1803, puis représentant des intérêts de la France en Valais. Nous avons dit que la littérature de Chateaubriand lui ouvrait les portes de la politique. Disons qu'il s'y précipite par la religion. Il accepte Rome comme un appel, et le Valais est une solide place chrétienne. Cependant, quelques maladresses diplomatiques ne lui permettent pas de s'attirer les plus grandes faveurs de Bonaparte. On pense à sa demande sans autorisation au pape Pie VII d'abolir les lois organiques pour rétablir le culte catholique en France. Diplomatiquement pas le plus doué, Napoléon se méfie. Mais au-delà de leur relation politique éphémère, il faut s'attarder sur la première rencontre entre les deux hommes. Première, seule et unique vraie rencontre. Elle se déroule lors d'une fête donnée en 1802 à l'hôtel de Brienne par le frère de Napoléon, Lucien Bonaparte. Chateaubriand est convié. À ce moment-là, Chateaubriand est fasciné par Napoléon. Il décrit le premier consul. « Il me frappa agréablement. Je ne l'avais jamais aperçu que de loin. Son sourire était caressant et beau, son œil admirable, surtout par la manière dont il était placé sous son front et encadré dans ses sourcils. Il n'avait encore aucune charlatanerie dans le regard, rien de théâtral et d'affecté. En bref, des qualités, des éloges et cet espoir latent de voir en Napoléon le réorganisateur de la Maison France. Après des regards, une rencontre, Napoléon se rapproche et l'interpelle. Bonaparte m'aborda avec simplicité. Sans me faire de compliments, sans questions oiseuses, sans préambule, il me parla sur-le-champ de l'Égypte et des Arabes, comme si j'eusse été de son intimité. Une conversation rapide, quelques mots, mais ce fut assez. Fontane et Bacchiocchi me parlèrent de la satisfaction que le consul avait eue de ma conversation. Je n'avais pas ouvert la bouche, cela voulait dire que Bonaparte était content de lui. Chateaubriand le retrouvera plus tard aux Tuileries, mais cette fois, un regard et aucun mot. Rien, il ne s'approche pas. Je fus frappé de l'altération de son visage. Ses joues étaient dévallées et livides, ses yeux âpres, son teint pâli et brouillé, son air sombre et terrible. L'attrait qui m'avait précédemment poussé vers lui cessa. Au lieu de rester sur son passage, je fis un mouvement afin de l'éviter. Les événements auront eu raison de la désormais bien lointaine admiration de Chateaubriand.
Ce retournement, ce changement d'attitude de Chateaubriand à l'égard de Napoléon, se lie entièrement à l'aune de la condamnation à mort du duc d'Enghien en 1804. À peine jugé, exécuté sommairement dans les fosses du château de Vincennes, le duc d'Enghien ressemble en tout à la victime bouc émissaire. Sans preuve réelle de sa participation à l'élaboration d'un complot, Napoléon décide néanmoins lui-même de sa mise à mort. Ce simulacre de jugement, Chateaubriand en est profondément choqué. Il écrit sa démission au moment où il apprend cet événement. À cette lettre, Napoléon répond seulement « c'est bon ». La conclusion de Chateaubriand est sans appel. Le héros se fut changé en meurtrier, nous dit-il. Jacques Bainville parle de cette exécution comme un coup de force de la part de Napoléon afin de se mettre du côté des régicides, dit l'historien. Car le duc d'Enghien, il faut le rappeler, était petit-fils de Condé, et donc Napoléon entendait ainsi rallier à la cause de l'Empire, empire qu'il veut voir naître, les républicains de la Révolution. Les mémoires rassemblent les impressions d'un Chateaubriand meurtri par cette attaque contre la royauté et contre la France. On y trouve un résumé net. 2 actions, nous dit Chateaubriand, toutes deux mauvaises, ont commencé et amené sa chute. La mort du duc d'Enghien et la guerre d'Espagne. Chateaubriand multiplie les attaques et invente même un procès à Napoléon dans les mémoires pour mimer l'infâme qu'il a fait subir au duc d'Enghien. Chateaubriand rend hommage aussi à ce dernier en recopiant quelques lignes de son journal. La relation personnelle entre Chateaubriand et Napoléon est à l'image en fait de leurs 2 rencontres. D'abord un Chateaubriand admiratif qui loue le génie du premier consul, puis un Chateaubriand qui évite l'empereur abusif. La mort du duc d'Enghien est le point de non-retour. Chateaubriand jugera l'homme et sa politique sans rien laisser passer, même si l'admiration au génie perdure quand on veut tant la faire partir. La magnanimité qui fait les héros et les véritables rois lui manque. Toutes les idées, même celles du bien, peuvent y entrer, mais elles en sortent aussitôt. Le trait distinctif de son caractère est une obstination invincible, une volonté de faire, mais seulement pour l'injustice, l'oppression, les systèmes extravagants. Car il abandonne facilement les projets qui pourraient être favorables à la morale, à l'ordre et à la vertu. Ses desseins ne sont point le fruit de quelque chose de profond et de réfléchi, mais l'effet d'un mouvement subit et d'une résolution soudaine. Il a quelque chose de l'histrion et du comédien. Il joue tout, jusqu'aux passions qu'il n'a pas. Sous le masque de César et d'Alexandre, on aperçoit l'homme de peu et l'enfant de petite famille. Il méprise souverainement les hommes parce qu'il les juge d'après lui. Sa maxime est qu'ils ne font rien que par intérêt, que la probité même n'est qu'un calcul. Son grand plaisir était de déshonorer la vertu. Chateaubriand publie en 1814 De Buonaparte et des Bourbons, un violent pamphlet contre l'empereur où il décrit minutieusement l'état dans lequel sa politique a conduit la France. Le tournant tyrannique était pour Chateaubriand prévu de longue date. L'exécution du duc d'Enghien n'a fait qu'accélérer les choses. Tout fut violé pour commettre ce crime, dit Chateaubriand. Droit des gens, justice, religion, humanité. Et à partir de cet événement, reprend Chateaubriand dans son pamphlet, les crimes,
l'oppression, l'esclavage marchèrent d'un pas égal avec la folie. Toute liberté expire, tout sentiment honorable, toute pensée généreuse deviennent des conspirations contre l'État. Ce qui pousse Chateaubriand contre Napoléon, outre l'injustice, c'est la censure. Même s'il est un fervent partisan du roi, Chateaubriand voit en la monarchie libérale le meilleur régime politique. Pour lui, c'est un scandale que les revues soient censurées, que des livres ne puissent paraître comme ce fut le cas sous l'empereur Napoléon. Et là, Chateaubriand adresse un coup fatal à celui qui croit rétablir la grandeur de la France. Il est pareil à Néron. Il a fait plus de mal que tous les tyrans de Rome. Encore quelque temps d'un pareil règne, dit Chateaubriand, et la France n'eût plus été qu'une caverne de brigands. Le faux grand homme Napoléon, des termes de Chateaubriand, en prend pour son grade. Et l'auteur n'évoque pas seulement son caractère, mais également sa politique. Napoléon a bradé les colonies aux Anglais pour conquérir l'Europe, et même ici, ses plus grandes fautes saliront son destin. L'Espagne et la Russie, deux conquêtes mal réalisées, des sacrifices inutiles aux dépens de tous les Français. Cette vision, ce système, d'un fou ou d'un enfant, comme le qualifie Chateaubriand, ne saurait jamais aboutir. Même au niveau de l'administration réformée, que d'erreurs selon lui. Bonaparte s'emparait des industries qui florissaient comme le tabac, le sel, la laine, toutes posées sous monopole. Le système bureaucratique engloutissait en plus des sommes astronomiques. Nous sommes dans le cauchemar du libéral qui voit chaque jour son pays perdre en liberté. Les intellectuels n'étaient pas non plus épargnés. Au-delà de la censure et d'un droit de regard manifestement très large, Napoléon refuse le discours de Chateaubriand à l'Académie, les auteurs qui en citaient d'autres du domaine public devaient payer 1 centime par feuille de citation. Cependant, la critique la plus virulente de Chateaubriand sur le sujet politique s'adresse au Napoléon militaire. Pour Chateaubriand, la conscription a été l'essence de sa chute. On prenait des hommes dont la France avait besoin, qui plus est de plus en plus jeunes et de plus en plus vieux, sacrifiés sur des champs de bataille à l'autre bout du continent. Des professions, des filières entières étaient dévastées au profit de guerres qui, sans la gloire, rapportaient peu. À combattre en Russie, on désarme la France. La dernière coalition aux portes de Paris en est la preuve irréfutable. Napoléon sacrifiait des régiments dans ses retraites mal gérées. Il saccageait la flotte au profit de l'armée de terre. Chateaubriand conclut : « Nous avons vu périr sous nos propres yeux le reste de nos générations. » Napoléon vit le pays en décomposition. Il le saisit d'une main de fer car il savait que le peuple plierait sous le joug des règles. Le peuple fatigué était déjà un peuple soumis pour celui qui voyait même en eux la première conquête. Soulignons que la brochure de Chateaubriand de 1814 s'intitule « De Buonaparte et des Bourbons », insistant malicieusement sur l'accent dans le nom. Napoléon Buonaparte, est étranger pour Chateaubriand, et il le sera au jugement de la postérité, finit-il par dire. Il n'est, selon lui, ni français dans les mœurs ni dans le caractère. Originaire de la République de Gênes, il parle de l'Italie comme de son berceau et de la France comme la terre promise d'un affamé de pouvoir, comme une conquête. Ce pamphlet est univoque. Il marque la fin du règne de l'empereur, terminé dans la désillusion terrible d'une France appauvrie et brisée. Le jugement de Chateaubriand est ici au plus dur. Il s'adoucira à l'heure de Sainte-Hélène et de la mort, c'est-à-dire quand Chateaubriand sera certain de la suppression de la menace. À ce moment-là, le roi sera revenu. Vive le roi, comme il termine de Buonaparte et des Bourbons. Dès lors, Napoléon deviendra pièce historique, et en tant que tel, il méritera une attention particulière, car Chateaubriand ne peut rester indifférent à qui fait l'histoire de France.
l'appel au nostalgique et à l'historique n'attend pas. Même si Napoléon a défendu la France moderne, l'ancienne France l'aura rattrapé. Alors Chateaubriand, même s'il ne reviendra pas sur ses attaques, laissera quelques mots d'hommage à l'empereur, désormais parti de l'ancien, et donc parti de l'héritage à préserver. Bonaparte n'est point grand par ses paroles, ses discours, ses écrits, par l'amour des libertés qu'il n'a jamais eues et n'a jamais prétendu établir. Il est grand pour avoir créé un gouvernement régulier et puissant, un code de loi adopté en divers pays, des cours de justice, des écoles, une administration forte, active, intelligente, et sur laquelle nous vivons encore. Il est grand pour avoir ressuscité, éclairé et géré supérieurement l'Italie. Il est grand pour avoir fait renaître en France l'ordre du sein du chaos et pour avoir relevé les autels. Il est grand surtout pour être né de lui seul, pour avoir su, sans autre autorité que celle de son génie, pour avoir su, lui, se faire obéir par 36 millions de sujets à l'époque où aucune illusion n'environne les trônes. Il est grand pour avoir abattu tous les rois, ses opposants, pour avoir défait toutes les armées, quelle qu'ait été la différence de leur discipline et de leur valeur. Le fameux délinquant en matière triomphale n'est plus. Le peu d'hommes qui comprennent encore les sentiments nobles peuvent rendre hommage à la gloire sans la craindre, mais sans se repentir d'avoir proclamé ce que cette gloire eut de funeste, sans reconnaître le destructeur des indépendances pour le père des émancipations. Napoléon n'a nul besoin qu'on lui prête des mérites, il fut assez doué en naissant. À la fin de la vie de Napoléon, et puis à l'annonce de sa mort, Chateaubriand apaise son regard. La menace contre la royauté est passée. Napoléon est exilé. Le regard acerbe de Chateaubriand se transforme en un regard historique. Il dépasse les émotions pour se concentrer sur l'héritage de France. Certes, Chateaubriand n'aura jamais cru aux promesses de Napoléon qui disait « J'ai semé la liberté à pleines mains partout où j'ai implanté le code civil ». Faux, entièrement faux, dit Chateaubriand, impossible. Et même si dans ses mémoires, Napoléon dit encore que les institutions de l'Empire renfermaient le germe de toutes les libertés, Chateaubriand prouve le contraire. Que valent les censures ou la capture du pape ? La France vaut plus qu'un homme, alors Chateaubriand n'hésite pas à prôner l'équilibre. Il y a toujours eu deux Napoléons, l'un grand, l'autre petit, nous dit-il. Le livre 24 des Mémoires d'outre-tombe termine le jugement de Napoléon par une appréciation du caractère. C'était un poète en action, nous dit Chateaubriand, un génie immense dans la guerre, un esprit infatigable, habile et sensé dans l'administration, un législateur laborieux et raisonnable. C'est pourquoi il a tant de prise sur l'imagination des peuples et tant d'autorité sur le jugement des hommes positifs. Mais comme politique, ce sera toujours un homme défectueux aux yeux des hommes d'État. Napoléon aura marqué l'histoire de France, mais avec orgueil plutôt qu'avec honneur. Pour Chateaubriand, les Français auront connu les tempêtes de l'empereur, les annonces incessantes d'un membre mort à la guerre et la peur de l'envoi au front. Pourtant, après sa mort à Sainte-Hélène, l'opinion change, ce qui fait dire à Chateaubriand « Le monde appartient à Bonaparte. Ce que le ravageur n'avait pu achever de conquérir, sa renommée l'usurpe. Vivant, il a manqué le monde, mort, il le possède. »
Chateaubriand ne peut manquer un rapport au plus grand. Napoléon était l'ennemi de la liberté, de la religion, peut-être aussi quand elle ne le servait pas. On peut se dire cela avec l'enlèvement de Pie VII. Mais Napoléon reste un grand. En cette qualité, le génie le traversant, Chateaubriand ne pouvait pas l'éviter. Son regard ne pouvait pas être uniquement critique. Les grands se mêlent aux grands. Et avec la chute de Napoléon, Chateaubriand réfléchit à son propre sort. Le monde ancien est mort à la Révolution, et le monde qu'on voulait nouveau erre à Sainte-Hélène. Que se passe-t-il après ? Que se passe-t-il encore ? Et Chateaubriand nous dit « Que ne pourrais-je pas dire à mon tour, témoin oculaire que je suis de 2 ou 3 mondes écoulés ? Quand on a rencontré comme moi Washington ou Bonaparte, que reste-t-il à regarder derrière la charrue du Cincinnatus américain et la tombe de Sainte-Hélène ? Pourquoi ai-je survécu aux siècles et aux hommes à qui j'appartenais par la date de ma vie ? Pourquoi ne suis-je pas tombé avec mes contemporains, les derniers d'une race épuisée ? Pourquoi suis-je demeuré seul à chercher leurs os dans les ténèbres et la poussière d'une catacombe remplie ? Je me décourage de durer. » Cette dernière partie de citation, cette dernière phrase, résume l'ère des mémoires. Je me décourage de durer. Un air de détresse à la chute des mondes et une place toujours incertaine, toujours à faire. Le passé est beau, mais il est passé. Chateaubriand vit dans cet effroi de tout voir tomber, alors que lui-même n'appelait qu'une chose à durer, ou plutôt 2, enfin 2 qui en font une, la France, le roi. C'était À travers texte par Thomas Dutrier. La prochaine fois, les labyrinthes de Kafka.